L'ami retrouvé de Fred Ullmann. Lecture du chapitre 7. Ainsi se passaient les jours et les mois, sans que rien ne troublât notre amitié. Hors de notre cercle magique venaient des rumeurs de perturbations politiques. Mais le foyer d'agitation en était éloigné. Il se trouvait à Berlin, où, signalait-on, des conflits éclataient entre nazis et communistes. Stuttgart semblait aussi calme et raisonnable que jamais. De temps à autre, il est vrai, se produisaient des incidents mineurs. Des croix gammées faisaient leur apparition sur les murs. Un citoyen juif était molesté. Quelques communistes étaient rossés. Mais en général, la vie continuait comme à l'ordinaire. Les Höhen-restaurants, l'opéra et les terrasses des cafés regorgeaient de monde. Il faisait chaud. Les vignobles étaient chargés de grappes et les pommiers commençaient à ployer sous le poids des fruits mûrissants. Les gens s'entretenaient de l'endroit où ils iraient passer leurs vacances estivales. Mes parents parlaient de Suisse et Conrad me dit qu'il irait rejoindre ses parents en Sicile. Il n'y avait, semblait-il, aucun sujet d'inquiétude. La politique était l'affaire des adultes et nous avions nos propres problèmes à résoudre. Et celui que nous trouvions le plus urgent était d'apprendre à faire de la vie le meilleur usage possible, indépendamment de découvrir le but de la vie, si tant est qu'elle en eût un. Et quelle serait la condition humaine dans cet effrayant et incommensurable cosmos? C'étaient là des questions d'une réelle et éternelle importance, beaucoup plus essentielles pour nous que l'existence de personnages aussi éphémères et ridicules que Hitler et Mussolini. Puis survint une chose qui nous bouleversa tous les deux et eut sur moi une grande répercussion. Jusqu'alors, j'avais pris comme allant de soi l'existence d'un Dieu tout-puissant et bienveillant, créateur de l'univers. Mon père ne m'avait jamais parlé de religion, me laissant le choix libre de ma croyance. Je surpris un jour une conversation où il disait à ma mère qu'en dépit du manque de preuves contemporaines, il croyait qu'un Jésus historique avait existé. Un juif d'une grande douceur, d'une grande sagesse, qui enseignait la morale. Un prophète comme Jérémie ou Ézéchiel, mais ne pouvait absolument pas comprendre que quiconque pût tenir ce Jésus pour le Fils de Dieu. Il trouvait blasphématoire et répugnante la conception d'un Dieu omnipotent, capable de regarder passivement son Fils subir cette atroce et lente mort sur la croix. Un Père divin qui n'éprouvait même pas, comme un père humain, l'impulsion d'aller au secours de son enfant. Cependant, bien que mon père eût exprimé son incrédulité dans la divinité du Christ, je crois que ses conceptions étaient plus agnostiques qu'athées. Et si j'avais voulu me faire chrétien, il ne s'y fût pas opposé. Pas plus d'ailleurs que si j'avais voulu me faire bouddhiste. D'autre part, je suis à peu près sûre qu'il eût tenté de m'empêcher de devenir prêtre de n'importe quelle confession, parce qu'il eût tenu la vie monastique et contemplative pour irrationnelle et gâchée. Quant à ma mère, elle paraissait se mouvoir, parfaitement satisfaite, dans une situation confuse. Elle allait à la synagogue le jour du grand pardon, mais chantait Stille Nacht, Heilige Nacht à Noël. Elle donnait de l'argent aux Juifs pour l'aide aux enfants juifs en Pologne, aux chrétiens pour la conversion des Juifs au christianisme. Quand j'étais enfant, elle m'avait appris quelques simples prières dans lesquelles j'implorais Dieu de me venir en aide, d'être bon pour papa, maman et notre petit chat. Mais c'était à peu près tout. Comme mon père, elle semblait n'avoir besoin d'aucune religion, mais elle était active, bonne et généreuse, et convaincue que son fils suivrait l'exemple de ses parents. C'est ainsi que j'avais grandi parmi les juifs et les chrétiens, laissé à moi-même et à mes idées personnelles sur Dieu, sans croire absolument, ni douter sérieusement. Qu'il existât un être supérieur et bienveillant, que notre monde était le centre de l'univers, que nous étions juifs et gentils, les enfants préférés de Dieu. Or, nos voisins, Herr et Frau Bauer, avaient 2 filles âgées de 4 et 7 ans et un garçon de 12 ans. Je ne les connaissais que de vue. Les enfants étaient trop jeunes pour que je puisse jouer avec eux. Mais j'avais souvent observé, non sans envie, la façon dont les parents et les enfants s'ébattaient dans le jardin. Je me rappelais nettement comment le père poussait de plus en plus haut l'une des petites filles assises sur une balançoire.
et comment la blancheur de sa robe et ses cheveux roux évoquaient une bougie allumée, se mouvant avec rapidité entre les naissantes feuilles vert pâle des pommiers. Un soir, alors que les parents étaient sortis et que la servante était allée faire les courses, la maison de bois se trouva soudain en flammes, et l'embrasement fut si rapide que les enfants avaient été brûlés vifs avant l'arrivée des pompiers. Je ne vis pas l'incendie, ni n'entendis les cris de la servante et de la mère. Je n'appris la nouvelle que le lendemain, quand je vis les murs noircis, les poupées carbonisées, ainsi que les cordes roussies de la balançoire qui pendaient, comme des serpents de l'arbre presque calciné. Cela m'ébranla, comme rien ne l'avait fait auparavant. J'avais entendu parler de tremblements de terre qui avaient englouti des milliers de personnes, de coulées de lave brûlantes qui avaient recouvert des villages entiers, d'océans où les îles s'étaient engouffrées. J'avais lu qu'1 million d'âmes avaient été noyées par l'inondation du fleuve Jaune et 2 millions par celle du Yangtze-Kiang. Je savais qu'1 million de soldats étaient morts à Verdun, mais ce n'était là que des abstractions, des chiffres, des statistiques, des informations. On ne peut souffrir pour 1 million d'êtres, mais ces 3 enfants, je les avais connus. Je les avais vus de mes propres yeux, c'était tout à fait différent. Qu'avaient-ils fait? Qu'avaient fait leurs pauvres parents pour mériter un tel sort? Il me semblait qu'il n'y eût que cette alternative. Ou bien aucun dieu n'existait, ou bien il existait une déité monstrueuse si elle était toute puissante et vaine si elle ne l'était point. Une fois pour toutes, je rejetais toute croyance en un être supérieur et bienveillant. Je parlais de tout cela à mon ami en propos passionnés et désespérés. Quant à lui, élevé dans la stricte foi protestante, il refusa d'accepter ce qui me paraissait alors la seule conclusion logique. Il n'existait pas de Père divin, ou s'il existait, il ne se souciait pas de l'humanité. Par conséquent, il était aussi inutile qu'un dieu païen. Conrad admit que ce qui était arrivé était terrible, et qu'il n'en pouvait trouver aucune explication. Certainement, affirmait-il, il devait y avoir une réponse à cette question, mais nous étions encore trop jeunes et inexpérimentés pour la découvrir. De telles catastrophes survenaient depuis des millions d'années. Des hommes plus avertis que nous et plus intelligents, des prêtres, des évêques, des saints en avaient discuté et trouvé des explications. Nous devions accepter leur sagesse supérieure et nous montrer humblement soumis. Je rejetais farouchement tout cela. Lui dis que peu m'importaient les dires de tous ces vieux fumistes, que rien, absolument rien, ne pouvait expliquer ni excuser cette mort de 2 petites filles et d'un jeune garçon. « Ne les vois-tu pas brûler ?» m'écriai-je avec désespoir. « N'entends-tu pas leurs cris ? Et as-tu l'aplomb de justifier la chose parce que tu n'es pas assez courageux pour vivre sans ton Dieu ? Quelle utilité est pour toi ou pour moi un Dieu impuissant et cruel ? Un Dieu assis sur les nuages et tolérant la malaria, le choléra, la famine et la guerre. » Conrad me dit que lui-même ne pouvait donner aucune explication rationnelle, mais interrogerait son pasteur à ce sujet. Et quelques jours plus tard, il revint rassuré. Ce que j'avais dit était le débordement d'un écolier dépourvu de maturité d'esprit et d'expérience. Le pasteur lui avait conseillé de ne pas écouter de tels blasphèmes et avait répondu pleinement et de façon satisfaisante à toutes ces questions. Mais soit que le pasteur ne fût pas exprimé assez clairement, soit que Conrad n'eût pas compris l'explication, il ne put en tout cas me la préciser. Il dit un tas de choses à propos du mal et allégua qu'il était nécessaire si nous voulions apprécier le bien. Tout comme il n'y avait pas de beauté sans laideur, mais il ne réussit pas à me convaincre, et nos discussions n'aboutirent qu'à une impasse. Il se trouva que, juste à ce moment, je lisais pour la première fois des ouvrages sur les années-lumière, les nébuleuses, les galaxies, les soleils des milliers de fois plus grands que le nôtre, les millions et les milliards d'étoiles, des planètes des milliers de fois plus grandes que Mars, Vénus, Jupiter et Saturne. Et pour la première fois, je me rendis nettement compte que je n'étais qu'une particule de poussière et que notre Terre n'était qu'un caillou sur une plage parmi des millions de cailloux semblables. C'était apporter de l'eau à mon moulin. Ma conviction qu'il n'y avait pas de Dieu s'en trouva renforcée. Comment lui eût-il été possible de prendre intérêt
à ce qui se passait sur le corps céleste. Et cette nouvelle découverte, alliée au choc que m'avait causé la mort des enfants, me conduisit, après un certain temps de complet désespoir, à une période de curiosité intense. Désormais, la question essentielle n'était plus de savoir ce qu'était la vie, mais de décider ce qu'il fallait faire de cette vie sans valeur, et pourtant, en quelque sorte, d'un prix unique. Comment l'employer, pour quelle fin? Seulement pour son propre bien, pour le bien de l'humanité? Comment tirer le meilleur parti de cette mauvaise affaire? Presque chaque jour, nous discutions à ce sujet, parcourant solennellement les rues de Stuttgart, levant souvent les yeux vers le ciel, vers Betelgeuse et Aldébaran, qui nous rendaient notre regard avec des yeux de serpent étincelants, bleu-azur, moqueurs, distants de millions d'années. Mais ce n'était là que l'un des sujets qui faisait l'objet de nos débats. Il y avait aussi les intérêts profanes, qui paraissaient beaucoup plus importants que la certitude de l'extinction de notre planète, encore éloignée de millions d'années, de notre propre mort, qui nous semblait plus éloignée encore. Il y avait notre intérêt commun pour les livres et la poésie, notre découverte de l'art, l'impact du post-impressionnisme, de l'expressionnisme, le théâtre, l'opéra. Et nous parlions des filles. Par comparaison avec l'état d'esprit de l'adolescence à notre époque, nos conceptions, à cet égard, étaient d'une incroyable naïveté. Pour nous, les filles étaient des êtres supérieurs, d'une pureté fabuleuse, qu'il ne fallait approcher que comme le faisaient les troubadours, avec une ferveur chevaleresque et une adoration distante. Je connaissais bien un peu de filles. Chez nous, je voyais de temps à autre 2 cousines, des adolescentes, de mornes créatures dépourvues de la moindre ressemblance avec Andromède ou Antigone. Je ne me souviens de l'une d'elles que parce qu'elle se bourrait continuellement de gâteaux au chocolat, et de l'autre parce qu'elle semblait devenir muette dès que je paraissais. Conrad avait plus de chance. Au moins rencontrait-il des filles portant des noms captivants, tels Graphine von Palto, baronne de von Onkel-Donzenberg, et même une Jeanne de Montmorency, qui, me l'avoua-t-il, lui était plus d'une fois apparue en rêve. Au lycée, on ne parlait guère des filles. C'était du moins notre impression à Conrad et à moi, bien qu'il eût pu se passer toutes sortes de choses à notre insu, puisque tous les deux, comme le caviar, faisons la plupart du temps bande à part. Mais jetant un regard en arrière, je crois encore que la plupart des garçons, même ceux qui se vantaient de leurs aventures, avaient plutôt peur des filles. Il n'y avait pas encore la télévision pour introduire la sexualité au sein de la famille. Mais je n'ai pas l'intention de prôner les mérites d'une innocence telle que la nôtre, dont je ne parle ici que comme l'un des aspects de la vie que nous menions ensemble. Ce que je m'efforce de faire, en rapportant nos principaux objets d'intérêt, nos peines, nos joies, nos problèmes, est de retrouver notre état d'esprit et essayer de le dépeindre. Nous tentions de résoudre seuls nos problèmes. Il ne nous venait jamais à l'esprit de consulter nos parents. Ils appartenaient, nous en étions convaincus, à un autre monde. Ils ne nous auraient pas compris ou se seraient refusés à nous prendre au sérieux. Nous ne parlions presque jamais d'eux. Ils nous semblaient aussi éloignés que les nébuleuses, trop adultes, trop confinés dans des conventions de toutes sortes. Conrad savait que mon père était médecin, et je savais que le sien avait été ambassadeur en Turquie et au Brésil. Mais nous n'étions pas curieux d'en connaître davantage. C'est peut-être ce qui explique pourquoi nous n'étions jamais allés l'un chez l'autre. Nombre de nos discussions avaient lieu en arpentant les rues, ou assis sur un banc, ou debout sur une porte cochère pour nous abriter de la pluie. Un jour, alors que nous étions arrêtés devant chez moi, je pensais soudain que Conrad n'avait jamais vu ma chambre, mes livres et mes collections. De sorte que je lui dis, sous l'impulsion du moment, « Pourquoi n'entrerais-tu pas » Ne s'attendant pas à mon invitation, il hésita une seconde, puis me suivit. On va résumer le chapitre 7 du livre L'ami retrouvé de Fred Ullmann. Au début du chapitre, Hans et Conrad sont de grands amis qui ont plein de conversations qui les passionnent et qui ne sentent pas venir les nuages qui viennent de l'extérieur. Et ce qui s'assombrit, c'est le climat politique autour d'eux.
Il dit qu'à Stuttgart, les choses restent assez calmes. Il y a quelques croix gammées sur les murs, il y a un citoyen juif qui s'est fait frapper, quelques communistes aussi, ça arrive, mais ça reste exceptionnel. Les parents des jeunes hommes parlent de où est-ce qu'ils vont partir en vacances. Les parents de Hans disent qu'ils partiront peut-être bien en Suisse. Les parents de Conrad partiraient volontiers en Sicile. On voit que les gens ne sont pas encore inquiets à ce niveau du récit. Mais les deux jeunes hommes, ils ne s'intéressent pas aux questions de politique parce qu'ils ont d'autres soucis, d'autres préoccupations. C'est un petit peu le sens du monde et le sens de la vie. Ils s'intéressent aussi beaucoup à l'espace et au cosmos. Et ils disent, à côté de grandes pensées importantes comme celle-là, qu'est-ce que c'est que Hitler ou Mussolini, ça c'était rien du tout pour eux. Et là, il raconte par exemple que jusqu'à présent, il va parler un petit peu de religion. Jusqu'à présent, il avait pris comme allant de soi l'existence de Dieu. Mais un jour, son père lui a dit quelque chose qui l'a interpellé. Ils vivent dans une famille qui est assez tolérante, qui a une minorité, parce que les Juifs étaient minoritaires en Autriche ou en Allemagne. Et en fait, du coup, dans leur environnement, les autres personnes sont plutôt chrétiens. Et l'une des différences entre le judaïsme et le christianisme, c'est que le judaïsme est antérieur au christianisme d'un point de vue chronologique et qu'ils ne reconnaissent pas Jésus, qui est une figure principale, si ce n'est pas la plus importante du christianisme. Donc le père, il dit que Jésus, c'était certainement une figure historique, il a sûrement existé dans la réalité. Il dit même que c'était peut-être un prophète comme Jérémie ou Ézéchiel. Mais il y a une chose qu'il n'admet pas, c'est qu'on puisse dire que Jésus était le Fils de Dieu. Et alors pourquoi est-ce que ça contrarie comme ça ce monsieur? C'est pas par militantisme, c'est pas pour dire que les idées des uns valent mieux que celles des autres, mais c'est parce qu'il trouve qu'il n'aurait pas été normal que Dieu laisse son fils mourir sans le secourir. Il dit comment est-ce qu'un Dieu divin pourrait être en dessous de ce que serait n'importe quel père, parce que n'importe quel père n'accepterait pas qu'on torture son fils et qu'on le tue. Donc il dit ça c'est pas possible, ça n'est pas une idée acceptable. Il dit, bon, à part ce jour-là où il a tenu ce genre de propos, son père était un homme très, très tolérant. Il dit d'ailleurs, même si un jour je lui avais dit, tiens, je décide de devenir chrétien, ça ne l'aurait pas dérangé, pas plus que s'il avait dit, je veux devenir bouddhiste. Par contre, son père n'aurait pas accepté que son fils se retire de la vie courante et se consacre exclusivement à la religion, comme par exemple dans les monastères ou les prêtres ou des choses comme ça. Parce que simplement, il aurait considéré que ce serait une vie de gâchis. Sa mère, elle est tout à fait à l'aise dans cette entre-deux culture. C'est une dame généreuse, elle va à la synagogue et elle chante aussi des chants de Noël. Elle donne de l'argent aux juifs pour aider les enfants juifs en Pologne et elle donne aussi de l'argent aux chrétiens pour convertir les juifs de Pologne. Sa mère, finalement, elle n'était pas quelqu'un qui a vraiment besoin de religion, mais c'était une femme qui était active et généreuse et qui était persuadée que son fils deviendrait quelqu'un de bien simplement parce qu'il suivrait le modèle de ses parents. Et il se passe un événement dans sa vie qui va profondément bouleverser le jeune garçon qui s'appelle Hans. Il a des voisins qu'il connaît assez peu, qui ont deux petites filles de 5 et 7 ans et un garçon de 12 ans. Ses voisins, il les voit de temps en temps, mais ce qu'il sait en tout cas d'eux, c'est que quand il les voit jouer dans le jardin, c'est une famille dans laquelle il y a beaucoup d'amour. Il est même presque un petit peu jaloux parce que le père joue avec les enfants et la petite fille dans sa robe blanche, elle est super mignonne quand elle joue à la balançoire par exemple. Et un jour, il y a le feu. Et quand les pompiers arrivent, le feu a pris tellement vite que les 3 enfants sont morts brûlés vifs. Donc il dit que c'est quand même un jeune homme qui a de l'instruction, il sait que les gens meurent, c'est pas une surprise pour lui. Il sait même qu'il y a des millions de morts dans les catastrophes naturelles, dans les guerres, dans les famines, dans les maladies. Mais 1 million de morts, ça ne vaut jamais autant que 3 petits voisins qu'il a connus personnellement. Donc du coup, il vit ça très mal et il en veut à Dieu. Donc il essaye de rationaliser. Il se dit, soit Dieu n'existe pas. Bon, dans ce cas, c'est pour ça qu'il n'a rien pu faire. Soit Dieu existe. Et s'il existe, soit il ne peut pas sauver les enfants, donc il ne l'a pas fait, soit il peut le faire et il a choisi de ne pas le faire. Et il se dit que finalement, dans tous ces cas, il n'y en a aucun qui le satisfait. Et toutes ces conversations, avec qui est-ce qu'il les a? Et bien évidemment, il les a avec son grand copain Conrad. Mais Conrad, c'est plutôt un enfant bien élevé qui écoute les idées de ceux qui sont les intellectuels de la religion, qui écoute les idées de ses parents. Et il ne voit pas très bien d'un bon œil ce garçon qui remet en cause les questions de la religion. Et du coup, il lui dit, écoute, il y a des gens plus intelligents que nous, qui sont des grands chercheurs en religion, qui ont réfléchi à la question, et c'est pas à nous de remettre tout ça en cause.
Il lui dit d'ailleurs, écoute, je vais aller demander à mon pasteur, c'est donc un genre de chef religieux, de m'expliquer pourquoi tout ça. C'est des discussions qui sont très passionnées, hein, parce que Hans, il dit, mais enfin, comment est-ce que tu peux ne pas te révolter devant l'injustice des enfants qui brûlent? Est-ce que tu vois pas ça? Et c'est des grands débats qu'ils ont entre eux. Et puis il revient un jour entièrement satisfait parce qu'il a rencontré son pasteur et que son pasteur lui a tout bien expliqué. Il lui a dit que de toute façon, son copain qui posait trop de questions, c'était un petit peu comme si c'était des blasphèmes parce que c'était quand même pas bien de poser tant de questions. Et que ce pasteur, d'après Conrad, avait tout très très bien expliqué, comme le fait que on ne peut pas apprécier la beauté sans la laideur et il faut le mal pour qu'il y ait le bien aussi, mais il n'est pas convaincu par cette explication et il a le sentiment que Conrad lui-même n'y a pas compris grand-chose. Au même moment, il est passionné par tout ce qui est astrophysique, astronomie, ce qui se passe dans les étoiles, et il prend conscience de la taille toute petite physique des humains, et il se dit que lui-même, en tant que personne, il est juste une poussière sur un caillou, et que la Terre, ce n'est qu'un caillou sur une grande plage remplie de cailloux. Mais leur conversation ne s'arrête pas là. Ils ont aussi des questions sur qu'est-ce qu'ils vont faire eux-mêmes, même s'ils ne sont qu'une poussière sur un caillou. Et il dit finalement, on n'a quand même qu'une vie, et qu'est-ce qu'on doit faire de notre vie? Comment est-ce qu'il faut l'employer? Pour quelle finalité? Est-ce qu'on doit vivre seulement pour nous, pour notre bien? Est-ce qu'on doit vivre pour le bien de l'humanité? Et comment est-ce qu'on pourrait s'en sortir dans une vie qui semble quand même avoir certaines horreurs, comme par exemple les enfants qui ont brûlé? Il dit aussi que eux, bien qu'ils aient eu 16 ans, ils n'avaient pas une éducation qui fait qu'ils s'intéressaient aux filles. Enfin, ils s'y intéressaient, mais de façon un petit peu comme ils avaient lu dans les livres, comme des chevaliers, comme des filles qui seraient un petit peu des muses, des êtres un petit peu supérieurs et magnifiques qu'il ne faut pas approcher. Et il pense que même à l'école, il dit qu'eux, ils vivaient un petit peu à part tous les deux parce qu'ils étaient tellement à fond dans leur discussion qu'ils ne faisaient pas trop attention aux autres enfants de la classe. Mais il dit même parmi ceux qui se vantaient, ils ne connaissaient pas grand-chose des filles au final. De plus, il dit il n'y avait pas les télés dans les maisons, donc ils avaient absolument aucune idée, ils n'en parlaient pas non plus avec les adultes de ce qu'était la sexualité ou des choses comme ça ne faisait pas partie ni de leurs préoccupations, ni des choses qu'ils connaissaient. Il dit, l'auteur, qu'il ne dit pas ça pour en faire la publicité, mais simplement pour dire qu'il a vécu comme ça, pour nous donner une idée de ce qu'étaient leurs préoccupations et leurs journées à cette époque avant la guerre. Il dit finalement, que ce soit en religion, sur des questions amoureuses ou sur des questions métaphysiques, il dit de toute façon, on essayait de chercher des solutions à nos problèmes entre nous et on ne demandait jamais l'aide aux adultes. Ça, c'est ce qui est écrit dans le livre. Bon, n'empêche que quand même, Conrad, il a été demandé à son pasteur, qui, jusqu'à preuve du contraire, est un adulte, mais c'est pas ce qui est écrit dans le livre. Il dit qu'il vivait un petit peu en vase clos et qu'il se posait des questions l'un à l'autre, un peu comme on se pose des questions à soi-même. Et ils avaient toujours des conversations dans la rue. Et un jour où ils étaient devant la porte de chez Hans, il dit « Mais rentre à la maison, je vais te montrer ma chambre », parce qu'il réalise qu'il lui a jamais montré sa chambre. Et lui, il est un peu surpris, donc du coup, il rentre sans trop réfléchir. Et c'est comme ça que se termine le chapitre. L'ami retrouvé de Fred Ullmann. Lecture du chapitre 8. La maison de mes parents, une modeste villa construite en pierre du pays, se dressait dans un petit jardin plein de pommiers et de cerisiers, et était située dans un quartier connu dans le voisinage comme Die Höhenlage de Stuttgart. C'est là qu'habitaient les gens aisés et la riche bourgeoisie de la ville, l'une des plus belles et des plus prospères d'Allemagne. Entourée de collines et de vignobles, elle se trouve dans une vallée si étroite qu'il n'y a que peu de rues en terrain plat. La plupart d'entre elles commencent à grimper dès qu'on quitte la Koningsstraße, l'artère principale de Stuttgart. En plongeant le regard du haut des collines, on a une vue remarquable. Des milliers de villas, le vieux et le nouveau Schloss, la Stiftkirche, l'opéra, les musées, ce qui était autrefois les parcs royaux. Il y avait partout des Höhen-restaurants, avec de spacieuses terrasses où les habitants de Stuttgart pouvaient passer les chaudes soirées d'été à boire du vin du Rhin ou du Neckar et à ingurgiter une énorme quantité de nourriture, du veau et des pommes de terre en salade, du Schnitzel Holstein, des Bodenschwälzen,
des truites de la forêt noire, du foie et du boudin avec de la choucroute, du rerhuken avec des preiselbeeren, du tourne-dos à la sauce béarnaise, et Dieu sait quoi d'autre. Tous ces plats suivis d'un choix fantastique de gâteaux, nourrissants, surmontés de crème fouettée. S'ils prenaient la peine de lever les yeux de leur assiette, ils pouvaient voir, entre les arbres et les buissons de laurier, les forêts qui s'étendaient dans le lointain et le Neckar qui coulait lentement entre les escarpements, les châteaux, les peupliers, les vignobles et les vieilles cités, pour gagner Heidelberg, le Rhin et la mer du Nord. Quand tombait la nuit, la vue était aussi magnifique que celle qu'on avait de Fiesole sur Florence. Des milliers de lumières brillaient. L'air était chaud et embaumé de l'odeur du jasmin et du lilas. Et de tous côtés montaient des voix, les chants et les rires des citoyens heureux, qui commençaient à devenir somnolents pour avoir trop mangé ou amoureux pour avoir trop bu. Au-dessous de la ville, où la chaleur était accablante, les rues portaient des noms qui rappelaient aux Souabes leur riche héritage. Hölderlin, Schiller, David Friedrich, Strauss, Hess, les confirmant dans leur conviction qu'en dehors du Württemberg, la vie ne valait guère d'être vécue, et que nul Bavarois, Saxon, et surtout nul Prussien ne pouvait leur venir à la cheville. Et leur fierté n'était pas tout à fait injustifiée. Dans cette ville de moins d'un demi-million d'habitants, il y avait plus de représentations d'opéra, de meilleurs théâtres, de plus beaux musées, de plus riches collections et une vie plus remplie qu'à Manchester ou à Birmingham, à Bordeaux ou à Toulouse. C'était toujours une capitale sans roi, entourée de petites villes prospères et de châteaux portant des noms tels Sans Souci, Mon Repos. Non loin de là, il y avait Hohenstaufen et Teck et Hohenzollern et la Forêt Noire et le Bodensee, le cloître de Maulborn, le Beuron, les églises baroques de Zweiftaffel, de Northeim et de Birnau. Fin de la lecture du chapitre 8. On va résumer le chapitre 8 du livre de Fred Ullmann, L'ami retrouvé. Alors ce chapitre, il ne se passe pas grand-chose. On pourrait presque le résumer en une seule phrase. C'est que Stuttgart est une belle ville. L'auteur va nous faire visiter un petit peu sa ville, mais surtout en parlant des références historiques, en parlant du prestige de la ville. C'est une ville qui a un opéra, c'est une ville qui a des intellectuels, c'est une ville qui a beaucoup d'histoire avec des noms prestigieux. Et ses parents ont une villa dans un des meilleurs quartiers de cette ville. C'est une villa qui est jolie, qui n'est pas prétentieuse, mais qui a un beau jardin de pommiers. Voilà, on n'a pas beaucoup de choses à ajouter en plus de tout ça. Il y a beaucoup de noms compliqués, c'est des noms en allemand, c'est des références qu'on n'a pas forcément dans ce chapitre, mais en gros, l'idée c'est ça. On va passer à la lecture du chapitre suivant. L'ami retrouvé de Fred Ullmann. Lecture du chapitre 9. De notre maison, je ne voyais que les jardins et les toits rouges des villas dont les propriétaires plus riches que nous pouvaient s'offrir une vue panoramique. Mais mon père était déterminé à ce qu'un jour nous n'eussions rien à envier aux familles patriciennes. En attendant, il nous fallait nous contenter de notre villa, pourvue du chauffage central, avec ses 4 chambres à coucher, sa salle à manger, son jardin d'hiver et une pièce qui servait à mon père de cabinet de consultation. Ma chambre au second étage était meublée selon mon goût. Sur les murs, il y avait quelques reproductions. L'enfant au gilet rouge de Cézanne, des estampes japonaises et les tournesols de Van Gogh. Je possédais les classiques allemands, Schiller, Kleist, Goethe, Hölderlin et bien entendu notre Shakespeare. Sans oublier Rilke, De Hemmel et Georges. Ma collection de livres français comprenait Baudelaire, Balzac, Flaubert, Stendhal. Et quant aux auteurs russes, j'avais les œuvres complètes de Dostoïevski, de Tolstoï et de Gogol.
Dans un angle, une vitrine contenait mes collections de pièces de monnaie, des coraux d'un ton vermeil, des hématites et des agates, des topazes, des grenats, des malachites, un bloc de lave de Herculaneum, une dent de lion, une griffe de tigre, un morceau de peau de phoque, une fibule romaine, 2 fragments de verre romain chippés dans un musée, une tuile romaine portant cette inscription Leg 11 et une molaire d'éléphant. C'était là mon univers, un univers où je me sentais en sécurité absolue et qui, j'en avais la certitude, durerait à jamais. Je ne pouvais, il est vrai, faire remonter mes origines à Barberousse. Quel juif l'eût pu? Mais je savais que les Schwartz avaient vécu à Stuttgart depuis 2 siècles au moins, et peut-être depuis bien plus longtemps. Comment le préciser, puisqu'il n'existait pas d'archives? Comment savoir d'où ils étaient venus? De Kiev ou de Vilna, de Tolède ou de Valladolid? Dans quelle tombe, à quel abandon, entre Jérusalem et Rome, entre Byzance et Cologne, leurs os pourrissaient-ils? Pouvait-on être sûr qu'ils n'avaient pas vécu avant les Hohenfels? Mais de telles questions étaient aussi hors de propos que la chanson que David chantait au roi Saul. Tout ce que je savais, c'est que c'était ma patrie, mon foyer, sans commencement ni fin, et qu'être juif n'avait fondamentalement pas plus d'importance qu'être né avec des cheveux bruns et non avec des cheveux roux. Nous étions souabes avant autre chose, puis allemands, et puis juifs. Quel autre sentiment pouvait être le mien, ou celui de mon père, ou celui du grand-père de mon père? Nous n'étions pas ces pauvres Polacs qui avaient été persécutés par le tsar, bien entendu. Nous n'aurions pu, ni voulu, nier que nous étions d'origine juive, pas plus que quiconque eût songé à nier que mon oncle Henri, que nous avions plus vu depuis plus de 10 ans, fût un membre de la famille. Mais cette idée, origine juive, ne se manifestait guère plus qu'une fois l'an, le jour du grand pardon, où ma mère se rendait à une synagogue et où mon père s'abstenait de fumer et de voyager. Non parce qu'il croyait au judaïsme, mais parce qu'il ne voulait pas blesser les autres dans leurs sentiments. Je me rappelle encore une violente discussion entre mon père et un sioniste venu faire une collecte pour Israël. Mon père détestait le sionisme. L'idée même lui paraissait insensée. Réclamer la Palestine après 2000 ans n'avait pas pour lui plus de sens que si les Italiens revendiquaient l'Allemagne parce qu'elle avait été jadis occupée par les Romains. Cela ne pouvait mener qu'à d'incessantes effusions de sang, car les Juifs auraient lutté contre tout le monde arabe. Et de toute façon, qu'avait-il, lui, citoyen de Stuttgart, à voir avec Jérusalem? Quand le sioniste nomma Hitler et demanda à mon père si ça ne l'ébranlait pas dans sa confiance, mon père répondit « Pas le moins du monde. Je connais mon Allemagne. Ce n'est qu'une maladie passagère, quelque chose comme la rougeole, qui disparaîtra dès que s'améliorera la situation économique. Croyez-vous vraiment que les compatriotes de Goethe et de Schiller, de Kant et de Beethoven se laisseront prendre à cette foutaise? Comment osez-vous insulter la mémoire de 12 000 juifs qui sont morts pour notre pays? Für unsere Heimat. Quand le sioniste traita mon père de partisan typique de l'assimilation, mon père répondit fièrement « Oui, je suis pour l'assimilation. Quel mal y a-t-il à cela? Je veux être identifié à l'Allemagne. J'approuverais certainement la complète absorption des Juifs par les Allemands, si j'étais convaincu que ce serait pour l'Allemagne un profit durable. Mais j'en doute quelque peu. Il me semble que les Juifs, en ne s'intégrant pas complètement, agissent encore comme catalyseurs, enrichissant ainsi et fertilisant la culture allemande, comme ils l'ont fait dans le passé. À ces mots, le sioniste bondit.
C'était plus qu'il ne pouvait en supporter. Se frappant le front de l'index droit, il s'écria d'une voix forte. Complètement méchug, rassembla ses brochures et disparut, se frappant toujours le front du doigt. Je n'avais jamais vu mon père, pacifique et calme à l'ordinaire, si furieux. Pour lui, cet homme était traître à l'Allemagne, la patrie pour laquelle mon père, 2 fois blessé dans la Première Guerre mondiale, était prêt à se battre de nouveau. Fin de la lecture du chapitre 9. On va résumer le chapitre 9 du livre L'ami retrouvé de Fred Ullmann. Le chapitre démarre encore une fois par des questions un petit peu culturelles. Il parle de sa villa, il dit que c'est une belle villa, mais que la vue est bouchée par des villas encore plus riches et que son père lui dit qu'un jour ils achèteront eux aussi des très grandes villas. Et du coup, il va nous parler de sa chambre dans laquelle il y a beaucoup de livres. Donc, il cite les auteurs de tous les pays dont il a des livres. C'est surtout des auteurs russes, allemands et français. Et des petits objets qu'il a ramassés, différents objets, dont un qu'il a volé dans un musée d'ailleurs, et qu'il a mis dans sa petite vitrine. Et il dit que sa chambre, l'auteur, c'est son refuge, c'est le lieu où il vit, dans sa chambre, dans son pays, et qu'en gros, ça lui paraît être quelque chose d'inébranlable, comme s'il était en sécurité pour l'éternité dans son petit chez lui. Ce qui est important à retenir, c'est que c'est un milieu socio-culturel favorisé. Ils ont de l'argent et ils ont de la culture. Et ils vont recevoir la visite d'un monsieur qui est sioniste. Cet homme, il collecte de l'argent pour aller créer un nouveau pays. Il voudrait créer Israël qui n'existe pas encore à l'époque. Et on va voir 2 points de vue qui vont s'affronter dans ce chapitre parce que le père du narrateur est tout à fait opposé. Il dit ça n'a aucun sens d'aller créer un pays israélien en Palestine. Ce serait aussi ridicule que si l'Italie réclamait de récupérer des terres en Allemagne sous prétexte qu'elle en a eu il y a 2000 ans. Et il dit quelque chose qui est peut-être prémonitoire au moment où le livre a été écrit, que si jamais cet État se mettait en place, alors ça créerait un conflit sanglant par rapport aux autres populations arabes qui sont déjà installées et qui vivent là-bas. Alors le sioniste va lui poser une question qui elle aussi est un gros problème qui va arriver, mais là l'auteur le sait parce que le livre il a été écrit dans les années 70, au début, fin des années 60, début des années 70, donc c'est déjà 15 ans ou 20 ans après la fin de la Seconde Guerre mondiale. Donc le monsieur sioniste va lui dire « Mais est-ce que vous n'avez pas peur d'Hitler ?» Et là, le père du narrateur va nous donner un point de vue qui est très intéressant parce que il va dire non, je n'ai pas peur, j'ai confiance dans mon pays. Mon pays, c'est la patrie de Goethe, c'est un pays qui est cultivé, qui a de grands penseurs, et ça, ce n'est qu'une maladie passagère. Mon pays ne cédera pas à quelqu'un comme Hitler. Malheureusement, l'histoire lui donnera tort et effectivement, l'Allemagne va être complètement submergée par la vague nazie et ça va être tout ce qu'on a appris et connu de l'histoire de la Seconde Guerre mondiale. Mais au-delà de ça, dans ce chapitre, il y a la question de l'assimilation. Parce que le sioniste reproche au père du narrateur d'être assimilé, c'est-à-dire de ne pas faire assez cas de son identité juive, de son identité religieuse. Le père du narrateur va répondre et il est furieux, il dit qu'il n'a jamais vu son père aussi fâché, alors que c'est un homme qui est d'habitude très calme et très modéré, va lui dire que lui, il se sent d'abord allemand et l'enfant va dire qu'effectivement, ils n'ont pas honte d'être juifs, ils n'ont pas honte de leurs origines juives, le nier pour eux, ça aurait été aussi ridicule que de nier que leur oncle Henri n'est pas de la famille sous prétexte qu'ils ne l'ont pas vu depuis 10 ans. Il a le même genre de relation avec sa religion, c'est-à-dire que, par exemple, ses parents, le jour de grand pardon, s'abstiennent de fumer ou de voyager, parce qu'apparemment c'est interdit pendant ce jour-là. Donc il respecte ça, mais c'est même pas pour des raisons religieuses, c'est simplement par respect pour les autres personnes juives qui observent ces règles-là. Enfin, c'est intéressant de lire ce chapitre parce que justement, il a été écrit juste après la guerre par quelqu'un qui a vraiment ses souvenirs d'enfance de cette époque pré-Seconde Guerre mondiale, avant la Seconde Guerre mondiale. Et on voit qu'il y avait déjà 2 idées différentes et que finalement, la population juive, elle était quand même assez bien intégrée. Eux, c'est un exemple d'intégration parfaite. Et puis, ça nous pousse aussi à rester un petit peu éveillés par rapport
à l'extrémisme sous toutes ses formes, parce qu'on voit que le père du narrateur et le narrateur lui-même semblaient totalement incrédules quant à la possibilité d'Hitler d'accéder au pouvoir. Ça leur paraissait absolument impossible. De perdre la sécurité pour l'enfant dans sa chambre où il se sent chez lui, où il est un parfait élève, c'était quelque chose de tout à fait inenvisageable. Et pourtant, ça va vraiment se réaliser. Donc le chapitre se termine avec le père du narrateur qui dit qu'il était prêt à se battre encore pour l'Allemagne, qui se considère entièrement allemand et qu'il avait déjà été blessé 2 fois pendant la Première Guerre mondiale et que s'il fallait, il repartirait se battre pour son pays. Fin du résumé du chapitre 9. L'ami retrouvé de Fred Ullmann, lecture du chapitre 10. Combien je comprenais mon père et combien je le comprends encore. Comment eût-il pu, lui ou quiconque, au XXe siècle, croire au diable et à l'enfer, ou au mauvais génie? Pourquoi échanger le Rhin et la Moselle, le Neckar et le Maine, contre les lentes eaux du Jourdain? Pour lui, le nazisme n'était qu'une maladie de peau sur un corps sain, et le seul remède était de faire au patient quelques injections, de le garder au calme et de laisser la nature suivre son cours. Et pourquoi se tourmenterait-il? N'était-il pas un médecin populaire, également respecté des juifs et des non-juifs? Une députation de citoyens éminents, conduite par le maire, ne lui avait-elle pas rendu visite lors de son 45e anniversaire? La Stuttgarter Zeitung n'avait-elle pas publié sa photographie? Un groupe de non-juifs ne lui avait-il pas donné une sérénade avec la petite musique de nuit? Et n'avait-il pas reçu un talisman infaillible? La croix de fer de première classe était accrochée au-dessus de son lit, ainsi que son épée d'officier, près d'un tableau représentant la maison de Goethe à Weimar. Fin de la lecture du chapitre 10. On va résumer très rapidement le chapitre 10 parce qu'il est très court. L'auteur dit simplement que son père n'avait pas de doute concernant le fait qu'il était parfaitement intégré en Allemagne parce qu'il était médecin, qu'il soignait des gens juifs et non juifs. Il avait une croix de fer qui est une décoration militaire et il avait tous les signes et toutes les garanties d'être bien intégré. Même le maire était venu le féliciter, était venu à son anniversaire. Bref, tout prouvait que cet homme était parfaitement intégré et respecté en Allemagne. Fin du résumé du chapitre 10. L'ami retrouvé de Fred Ullmann. Lecture du chapitre 11. Ma mère était trop occupée pour se tracasser à propos des nazis, des communistes et autres déplaisants personnages. Et si mon père ne doutait pas d'être allemand, ma mère, si possible, en doutait moins encore. Il ne lui venait simplement pas à l'esprit qu'un être humain ayant toute sa raison pût lui contester son droit de vivre et de mourir dans ce pays. Elle venait de Nuremberg, où son père, avocat, était né. Et elle parlait encore l'allemand avec un accent franconien. Elle disait « Gueulbech » avec une petite fourchette au lieu de « Gueulbel » et « Waglech » avec une petite voiture au lieu de « Wagel ». Une fois par semaine, elle allait avec ses amis, pour la plupart des femmes de médecins, d'avocats et de banquiers, manger des gâteaux maison au chocolat et à la crème, mit Slagzahn, boire d'éternels cafés, mit Slagzahn, et bavarder sur des affaires de famille ou de domestiques, et sur les pièces de théâtre qu'elles avaient vues. Une fois par quinzaine, elles allaient à l'opéra et une fois par mois au théâtre. Elle ne trouvait guère le temps de lire, mais venait parfois dans ma chambre, regardait mes livres avec envie, en tirait 1 ou 2 du rayon, les époussetait et les remettait en place. Puis, elle me demandait comment ça allait à l'école, à quoi je répondais toujours « très bien » d'un ton rébarbatif. Et elle me quittait, emportant les chaussettes qui avaient besoin d'être reprisées ou les chaussures à ressemeler. De temps à autre, d'un geste nerveux, avec hésitation, elle posait une main sur mon épaule, mais elle le faisait de plus en plus rarement.
percevant ma résistance aux démonstrations, même aussi anodines que celles-ci. Ce n'est que lorsque j'étais malade que je trouvais sa compagnie acceptable et m'abandonnais avec gratitude à sa tendresse réprimée. On va résumer le chapitre 11 de l'ami retrouvé. Dans ce chapitre, on a le point de vue de la maman du narrateur. Donc elle, c'est une femme, il dit si c'est possible d'être encore plus intégrée que mon père, elle l'était. Parce que cette femme, elle a tout à fait une vie typique des Allemands. Par exemple, elle met de la crème fouettée sur ses gâteaux et dans son café. Et la crème fouettée, la chantilly, ça semble être vraiment culturellement quelque chose qui est typiquement de Stuttgart. Et cette dame, elle a des femmes, elle fréquente d'autres femmes qui sont du même milieu qu'elle, qui sont des femmes d'avocats, des femmes de médecins, etc. Elles vont une fois par semaine au café pour manger leur gâteau à la crème, une fois toutes les 2 semaines à l'opéra, une fois par mois au théâtre. Elle parle avec ces dames de ses problèmes de domestique ou ses problèmes de famille. Donc on voit qu'elle a tout à fait typiquement une vie intégrée avec d'autres mères allemandes et qu'il n'y a pas de différence entre elle et les autres femmes. Elle aime bien son fils, de temps en temps elle va dans sa chambre, elle regarde les livres. Le geste le plus affectueux qu'elle s'autorise, c'est de lui poser une main sur l'épaule parce que c'est un adolescent, c'est un jeune homme et il ne veut plus que sa maman vienne lui faire des câlins, mais évidemment, comme toutes les mamans, elle a encore envie d'embrasser son enfant. Donc il dit, finalement, il n'y a que quand il est vraiment malade qu'il trouve quand même que la tendresse de sa mère, ça lui fait plaisir, et dans ces moments-là, et du coup, elle peut se permettre de le câliner un peu plus. Et c'est comme ça que se termine ce chapitre.